Lorsque Christopher Nolan est approché par le studio Warner au début de l'année 2003, le jeune diplômé de littérature anglaise n'a que 33 ans et 3 films à son actif. Après la réalisation de 2 premiers longs métrages indépendants que sont Following en 98 et Memento en 2000, le studio du lapin Bugs Bunny repère son potentiel et l'engage pour le thriller Insomnia en 2002. Dans ce dernier, Christopher Nolan prouve sa capacité à diriger des comédiens expérimentés que sont Al Pacino et Robin Williams, mais aussi à restituer visuellement le climat du jour polaire dominant en Alaska. Le cinéaste peut remercier le réalisateur Steven Soderbergh de l'avoir recruté au sein du studio Warner. En 2003, une nouvelle version des aventures de Batman est rédigée. Auparavant, il y a eu 2 films réalisés par Tim Burton, Batman et Batman le défi avec Michael Keaton, et 2 films réalisés par Joel Schumacher, Batman Forever avec Val Kilmer et Batman et Robin avec George Clooney. Christopher Nolan devient donc le 3e cinéaste de la saga. Son ambition consistera à développer une histoire de super-héros ancrée dans le monde réel et non plus dans un univers de bande dessinée. Bruce Wayne sera l'orphelin le plus mélancolique du monde. Inspiré de l'attitude du fils du président Kennedy à l'enterrement de son père, Bruce tentera de rester stoïque face à la tragédie de son destin personnel. Ici, il apparaît en public tel un playboy millionnaire. Le personnage prend une toute autre dimension en privé. Une personne le connaît mieux que quiconque. Il s'agit d'Alfred, son majordome. La productrice Emma Thomas commente sa vision d'Alfred en ces termes. Il représente le noyau émotionnel de la saga. Il nous fallait quelqu'un qui ait l'humour pince sans rire d'Alfred, mais qui puisse aussi véhiculer une émotion intense. Christopher Nolan choisit de faire appel au comédien emblématique Michael Caine. Ce dernier, icône du cinéma britannique depuis le milieu des années 50 et du cinéma hollywoodien, incarnera la seule famille restante de Bruce. Je vous propose donc une analyse de l'évolution du personnage de Batman selon le point de vue d'Alfred, à travers l'étude de plusieurs séquences que nous allons analyser ensemble. Générique. Dans Batman Begins, sorti en 2005, Christopher Nolan raconte la genèse du personnage de Bruce Wayne. De son enfance bouleversée par la mort de ses parents à la création de Batman, le cinéaste relate les traumatismes et les peurs profondes de son héros. Ici, pas d'esthétisation gothique héritée de Tim Burton ou de couleurs volontairement flashy à la Joel Schumacher, simplement l'homme derrière le masque. Le majordome Alfred sera notre regard pour accéder à son intimité. Dans Batman Begins, le personnage d'Alfred n'occupe pas simplement une fonction secondaire. Au contraire, il contribue à donner naissance à Batman tout en poursuivant l'éducation de Bruce. Le majordome apparaît pour la première fois à l'écran après la chute de l'enfant dans une caverne. Sauvé par son père, celui-ci le porte dans ses bras jusqu'à l'intérieur du manoir Wayne. Alfred apparaît de dos à ses côtés. La mise en scène le présente déjà comme une seconde figure paternelle. Le majordome et Thomas Wayne marchent soudés dans la même direction, avec un rythme de marche presque similaire. Un nouveau plan les montre à nouveau de dos dans une immense pièce. Les 2 hommes interpellent ensemble Bruce. « Pourquoi tombons-nous, Bruce ?» demande Thomas à son fils. « Nous contemplons enfin le visage d'Alfred pour la première fois. »« C'est pour mieux nous relever, » continue le père. Une leçon essentielle que n'oubliera pas le majordome. À présent seul à l'écran, il admire une famille soudée qu'il compte bien prolonger. Au péril de sa vie, Alfred sauvera la vie de Bruce coincé sous une poutre en raison du manoir en flammes. À nouveau, il se fera l'écho de son père en répétant la phrase de Thomas « Pourquoi tombons-nous ? C'est pour mieux apprendre à nous relever. » Après la mort tragique de ses parents, le majordome assiste à l'enterrement et accompagne l'orphelin. Bruce, isolé et seul derrière la vitre, se sent prisonnier de la demeure. Alfred continue d'exercer avec rigueur et loyauté sa profession.
Il propose à Bruce de lui préparer un petit dîner. L'homme participe à relever un enfant tombé au plus bas. Bruce, de dos, peine à masquer sa détresse. Pour Alfred, la vie doit se poursuivre. Bruce, au contraire, peine à faire son deuil et songe à la mort de ses parents assassinés. Comment envisager un avenir serein face à une fenêtre fermée? Bruce ne répond pas à l'invitation. Alfred commence à s'éloigner tandis que l'orphelin l'interrompt. C'était ma faute, déclare Bruce. L'enfant culpabilise de la situation. C'est de la faute du tueur, rétorque Alfred en prenant l'enfant dans ses bras. À travers le manque ressenti par le fils se révèle celui du majordome. Filmé en gros plan, sa blessure personnelle s'extériorise par l'intermédiaire de l'attitude du petit Wayne. En réalité, il y a deux orphelins, le fils en deuil de son père et le majordome devant évoluer en l'absence de son modèle. L'un recherche un nouveau père, tandis que l'autre deviendra à son tour le père tant espéré. Alfred, en réalité, n'est pas seulement une figure paternelle, il lui donnera de précieux conseils pour suivre le bon chemin. Devenu adulte, Bruce revient dans la demeure familiale après un séjour dans les prisons du Tibet. Il ne se considère pas chez lui. « C'est votre maison », affirme Alfred. « Non, c'est la maison de mon père », répond Bruce. Alfred suggère que son avenir se trouve dans le manoir, tandis que l'orphelin cherche à effacer tout lien avec son passé. « Avec tout votre respect, votre père est mort, monsieur », déclare le majordome. Bruce veut détruire brique par brique le lieu. En envisageant cette solution, il se détruit lui-même et rejette toute tradition familiale. Il associe le manoir à un passé révolu duquel il veut se détacher. Alfred l'interrompt. « Cette maison a appartenu à 6 générations de votre famille, le rappelle-t-il. Ce n'est pas votre famille, rétorque Wayne. C'est ma mission. Un homme bon m'a confié une responsabilité, déclare le majordome. Ce dernier se fera le partisan de la perpétuation de la famille Wayne à travers le temps. Face à un homme sans boussole, il saura lui montrer la voie à suivre par l'acceptation de son passé. Plus tard, Alfred déplorera les images de la Batmobile filmées à vive allure par les médias télévisés. Il le rappelle à Lord lorsque celui-ci se moque de son image. Alfred redoute que Batman empiète sur Wayne et le détruise de l'intérieur. Selon le vieil homme, Batman en lui-même est un monstre. Thomas Wayne aidait les autres. Vous avez un nom, celui de votre père. Il doit rester respectable. C'est tout ce qu'il reste de lui. Alors ne le détruisez pas, lance Alfred. Plus qu'un simple père, Alfred incarne un lanceur d'alerte. Il veille à ce que la fonction de justicier masqué n'efface pas le nom Wayne. Lanceur d'alerte, certes, mais aussi agent en communication. Alors qu'il réveille Bruce de son lit pour lui apporter son petit déjeuner, Alfred s'interroge sur la vie menée par Bruce auprès du public. Il lui tend le journal, suggère de donner une explication rationnelle aux blessures du Golden Boy. Que fait Bruce Wayne de son temps et de son argent? Interroge le conseiller en communication. En toute fin de film, Alfred lui présentera à nouveau le journal pour connaître les informations colportées par les médias au sujet de Bruce. Si Batman fait la une, Bruce Wayne apparaît page 8, commente l'agent. Agent de communication, certes, mais aussi un fidèle confident. En effet, il assiste en faisant preuve d'humour à la création de Batman. Dans l'avion qui ramène Bruce au Tibet, il est le premier informé de l'idée d'un symbole pouvant effrayer les criminels. D'ailleurs, il lui fait remarquer la présence de chauves-souris à l'intérieur de la demeure. Grâce à Alfred, Bruce trouve enfin son symbole. Dès lors, il accompagnera le jeune homme au fond de la grotte et assistera à sa transformation physique. De témoin, il devient acteur en passant des commandes d'équipement pour le costume. En véritable assistant, Alfred teste la qualité des masques. De même, il lui recommande d'améliorer les fondations de l'aile est du manoir en ruine. Ainsi, l'assistant encourage Batman à poursuivre sa mission. En résumé, Alfred n'est pas un simple majordome. Il occupe en réalité de multiples fonctions. Père de substitution, certes, mais aussi mentor rappelant à l'orphelin son passé. Lanceur d'alerte, certes, mais aussi conseiller en communication. Confident, certes, mais aussi assistant de Batman. Sans Alfred, Batman n'existerait sans doute pas. Après l'important succès au box-office de Batman Begins et ses 400 millions de dollars de recettes, le studio Warner demande la réalisation d'une suite. Si la scène finale du film de 2005 laisse entendre un deuxième volet, Christopher Nolan n'envisageait pas de tourner un nouveau Batman. Dès lors, il s'attelle avec son frère Jonathan à l'écriture du scénario. The Dark Knight, le Chevalier Noir,
allait montrer comment Bruce s'enfonce de plus en plus inextricablement dans la peau de Batman, confie le réalisateur. Face à un Joker poussant Batman à dépasser ses limites morales, Alfred sera plus que jamais un catalyseur pour retenir les démons enfouis à l'intérieur de Bruce. Sorti en 2008, The Dark Knight place Alfred dans la position du témoin des actes odieux du Joker. Influencé par les scènes d'action percutantes de Heat de Michael Mann, le film s'inscrit comme un témoignage de l'Amérique traumatisée par les attentats du 11 septembre 2001. Alfred incarne le citoyen ordinaire confronté à la violence des images diffusées à la télévision. Pour arrêter un criminel repoussant les limites, faut-il en devenir soi-même un ? C'est tout le dilemme de Batman auquel Alfred va tenter d'apporter ses réflexions. Si le majordome continue d'exercer les fonctions développées dans Batman Begins, il exprime une sagesse décisive face à la folie du Joker. Alfred connaît la faiblesse de Bruce Wayne. Alors qu'il pénètre dans un hangar pour donner le petit déjeuner au jeune homme, il attire son attention sur le nouveau procureur Harvey Dent. Il pointe du doigt ses fréquentations. Le majordome comprend que Bruce aime toujours Rachel et qu'il fera tout pour la reconquérir. Wayne simule l'indifférence. Rachel est libre de côtoyer qui elle veut, déclare-t-il. Bruce organise une réception visant à soutenir Harvey Dent. Enfin psychologue, Alfred suggère que cet événement consiste en une stratégie mise en place pour épater Rachel, la petite amie du procureur. Si Batman lutte contre les criminels, Bruce devra affronter Harvey pour obtenir le cœur de la jeune femme. Rachel confie, peu après l'arrestation de Dent, une lettre au majordome adressée à Bruce. Alfred la lira avant de la brûler après la mort de la jeune femme. Bruce, persuadé que Rachel l'attendait, ignore en réalité l'amour qu'elle voue au procureur. Sa culpabilité se révèle similaire à celle ressentie au moment de la mort de ses parents. La mise en scène de Christopher Nolan présente un miroir entre les deux événements. Alfred apporte à nouveau le petit déjeuner à Bruce avant de se heurter à un profond silence. Au moment de s'en aller, le majordome se voit à nouveau interpellé par le petit garçon devenu adulte. En guise de réconfort, le vieil homme explique que les choses doivent toujours empirer avant de s'améliorer. Une leçon essentielle. Nous ignorons ce que l'avenir nous réserve. Chaque homme vit des hauts et des bas. Bruce doit apprendre à l'accepter. Wayne n'est qu'un homme parmi d'autres et non un super-héros. Il ne peut éviter la mort de ses proches. L'amour porté par Bruce pour Rachel sera exploité par le Joker lorsque ce dernier demandera à Batman de faire un choix entre sauver la vie de la femme qu'il aime ou celle du procureur appelé à lutter contre le crime à Gotham. Alfred représente la première personne à comprendre la faiblesse de Bruce. Le Joker la comprend aussi. À vrai dire, le Joker et Alfred incarnent deux facettes d'une même médaille. Le majordome découvre le visage du criminel à la télévision en compagnie de Bruce. Il observe la torture infligée par le meurtrier à un individu costumé en Batman. Il voit, mais écoute aussi son discours. Bruce et Alfred revoient les images du Joker en tête-à-tête dans le hangar isolé. L'échange entre les deux hommes révèle un décalage sur le regard posé sur le clown maquillé. La pègre a vraiment dépassé les limites, déclare Wayne. Alfred ne partage pas son opinion. Non, monsieur, c'est vous qui les avez dépassés. Vous les avez persécutés jusqu'au désespoir. Dans leur désespoir, ils se sont tournés vers un individu difficile à saisir, rétorque le majordome. Alfred affirme que Batman ne comprend pas les raisons des criminels. Il illustre son propos en racontant sa propre histoire personnelle. Pour la première fois de la trilogie, Alfred se confie sur son passé. J'étais en Birmanie avec des amis. Nous travaillions pour le gouvernement local. Ce dernier voulait acheter la loyauté des chefs de tribu en leur offrant un tas de pierres précieuses. Mais leurs caravanes furent attaquées par une bande de bandits dans la forêt de Rangoon. Nous partîmes à la recherche des pierres, mais en 6 mois, jamais nous n'avons trouvé quelqu'un à qui il avait essayé de les vendre. Un jour, je vis un enfant jouer avec un rubis de la taille d'une mandarine. Le bandit avait jeté son butin. À l'écoute du récit d'Alfred, Bruce s'interroge. « Pourquoi l'avoir volé ?» demande-t-il. La réponse la plus simple donnée par le vieil homme semble la plus pertinente. « Parce que ça a dû l'amuser » répond Alfred. « Parce que certains hommes refusent de se plier à toute logique, celle de l'argent comprise. On ne peut ni les acheter, ni les persécuter, ni raisonner, ni négocier avec. Certains ne rêvent que de voir le monde brûler, ajoute-t-il.
En effet, les criminels agissent parfois de manière irrationnelle. Batman ne peut les comprendre car il n'y a tout simplement rien à comprendre. Le Joker est d'autant plus dangereux qu'il agit selon sa logique et ses pulsions du moment. À l'image des pierres précieuses invoquées dans le récit d'Alfred, le Joker est insaisissable. L'histoire racontée par Alfred n'est pas sans écho à la propre filmographie de l'acteur Michael Caine. Dans L'homme qui voulut être roi, sorti en 1975, le comédien interprète le rôle d'un ancien militaire britannique souhaitant devenir le roi d'un pays imaginaire d'Asie. Alfred pourrait presque s'inscrire dans le prolongement du personnage de Peachy dans le film de John Huston. Le protagoniste court après un rêve fou et inaccessible. Le royaume imaginaire de Peachy résonne en écho à la quête éperdue de Ruby par Alfred. Bruce abordera plus tard à nouveau le récit du majordome. Ce bandit dans la forêt birmane, vous l'avez croisé ? Interroge l'orphelin. On a brûlé la forêt, rétorque Alfred. Ce dernier comprend mieux que quiconque le Joker, car il a lui-même sombré dans la folie en partant à la recherche d'un trésor disparu et d'un bandit ne laissant aucune trace. Il a rêvé et brûlé un songe à l'instar du criminel. Alfred brûle une forêt sans comprendre son action. Il comprend qu'il n'y a rien à comprendre, si ce n'est l'appétit de la destruction pour la destruction. Un autre élément caractérise l'opposition philosophique entre Batman et Alfred. Au cours d'un échange dans l'entrepôt, le majordome remarque la blessure au bras de Bruce ainsi que ses multiples cicatrices. « Attention à vos limites, maître Wayne », le prévient-il. « Batman n'a aucune limite », répond Bruce. Alfred parle de Bruce quand Bruce parle de Batman. Wayne reste un homme tandis que Batman symbolise une idée. Le majordome lui rappelle qu'il reste un être de chair et qu'il ne doit pas se prendre pour Dieu. Batman résonne en platonicien réfugié dans le monde intelligible. L'idée de la chauve-souris compte davantage que les blessures physiques. Au contraire, Alfred lui apprend l'existence tout aussi importante du monde sensible. Pour survivre en tant qu'être humain, il faut savoir préserver son corps. En présentant ses blessures au majordome, Bruce montre ses failles humaines et contribue à son autodestruction personnelle. À l'image du Christ, il doit accepter les coups pour devenir Batman. Il se sacrifie au nom de la justice universelle et de la sécurité de tous les citoyens de Gotham. Bruce doit mourir progressivement sur le plan physique pour devenir une idée éternelle. Alfred croit en le libre arbitre de Batman et pense qu'il peut faire le choix dont nul autre n'est capable. Batman n'est pas un héros, confie-t-il à Rachel, il est bien plus pour Gotham. Véritable révolution dans le genre du film de super-héros, The Dark Knight, le Chevalier Noir, rapporte plus d'1 milliard de dollars au box-office mondial. Salué par la critique et le public, le film remporte 2 Oscars, dont celui du meilleur acteur dans un second rôle pour Heath Ledger dans la peau du Joker. Si la scène finale du film se conclut sur le mensonge selon lequel le procureur Harvey Dent serait mort en héros de Gotham, The Dark Knight Rises révèle le mal continuant à ronger la ville. Christopher Nolan explique son intention. La vérité finit toujours par ressurgir. La vie semble plus belle à Gotham, mais sous la surface, le mal bouillonne. Sa principale source d'inspiration sera le film Catastrophe. En prenant le personnage de Bane pour principal ennemi, le cinéaste établit des parallèles entre celui-ci et l'orphelin Batman. The Dark Knight Rises, sorti en 2012, marque la fin de la trilogie Batman entamée par Christopher Nolan 7 ans plus tôt. Le personnage d'Alfred rêve d'un avenir pour Bruce Wayne et souhaite que sa vision se réalise dans le monde réel. Affaibli physiquement et enfermé dans son manoir, Bruce n'envisage aucun futur personnel. Le majordome représente donc un maître absent de toute vie sociale. Alfred dirige le service de la réception en cuisine. Il est la face visible d'un Wayne invisible. Plus tard, il ouvre la porte à un officier de police demandant à parler à Bruce. Ce dernier reste caché dans sa demeure. Pour aider Wayne à oublier ses erreurs du passé et reconstruire son avenir, il ne cesse de lui parler de femmes pouvant devenir de potentielles nouvelles compagnes pour le millionnaire. Tandis qu'il retrouve le propriétaire de la demeure près d'un coffre-fort ouvert, il lui fait remarquer que la charmante Miranda Tate souhaite lui parler. Alfred discute avec Bruce de son célibat. Plus tard, le majordome retrouve le jeune homme à l'intérieur de la caverne. Bruce enquête sur le profil d'une voleuse de colliers prénommée Selina Kyle. « Il faut que vous trouviez une nouvelle vie », lui fait remarquer Alfred. « Je l'avais trouvée », rétorque Wayne en pensant à Rachel décédée. « Pendant 7 ans,
J'ai espéré que vous ne rentriez pas à Gotham. Chaque année, je me rends à Florence pour prendre un café, et j'ai cette vision que lorsque je regarde à la table en face de moi, je vous vois avec une femme et heureux. Je ne voulais pas que vous reveniez à Gotham, ajoute Alfred. Dans ce dernier, rien n'est perdu. En face de lui, Bruce ressasse un passé qui ne passe pas, et culpabilise de ne pas avoir sauvé Rachel. La vie doit-elle s'arrêter pour autant? En réalité, sa culpabilité n'est autre que celle de Batman elle-même. Pour reconstruire une vie sereine, Bruce doit se libérer de la responsabilité de Batman. Après sa participation à une réception, Bruce pénètre seul sur le siège arrière de la voiture. Au volant, Alfred note qu'il n'y a pas de femme auprès de lui. Il assiste à sa renaissance physique progressive, parle du passé de Bane en écho à celui de Bruce. Parfois, un homme se relève des ténèbres, déclare-t-il. La ville a besoin de Bruce Wayne, elle n'a pas besoin de votre corps ou de votre vie. J'ai peur de ce que vous souhaitiez vraiment, ajoute le majordome. Il redoute que Bruce choisisse de réendosser le costume de Batman par pure volonté suicidaire. Ainsi, le justicier masqué agit moins par amour des autres que par détestation de soi. Batman risque d'anéantir définitivement Wayne. Doit-il se sacrifier à nouveau au profit d'une ville qu'il a déjà sauvée à maintes reprises? Le jeu en vaut-il la chandelle? Alfred regarde le retour de Batman à la télévision et n'apprécie guère ce qu'il voit. Il considère que le justicier se donne en spectacle au lieu de laisser la police agir. Il analyse la force de Bane en comparaison de la faiblesse de Batman. Regardez, dit-il en montrant les images prises sur les caméras de surveillance. Il est rapide, féroce, et j'y vois le pouvoir, ajoute-t-il. Bruce s'obstine dans sa propre autodestruction. Je refuse d'enterrer le dernier membre de la famille Wayne. Vous n'êtes plus Batman. Vous ne voyez qu'une seule issue à votre vie. Vous devez prendre une autre voie, déclare-t-il. Bruce, obsédé par la mort de Rachel, ne voit aucune issue et regarde dans le rétroviseur. Alfred lui révèle la vérité sur Rachel. Il lui avoue que celle-ci lui a laissé une lettre peu de temps avant sa mort dans laquelle elle revendique son amour pour Harvey Dent. « Qu'est-ce que vous me répondriez si je vous disais que j'ai brûlé cette lettre ?» demande le majordome. « Partir, c'est tout ce qu'il me reste pour vous faire entendre raison. » Avant de quitter les lieux, Alfred évoque sa volonté de ne pas assister à la mort d'un enfant qu'il a vu naître dans le manoir. Dès lors, toute la seconde partie du long métrage se déroule sans lui. Bruce évoluera seul dans le manoir Wayne. Dans un ultime twist final, Alfred croit se recueillir sur la tombe de l'orphelin. En larmes, il répète à de multiples reprises « Pardon, je n'ai pas été à la hauteur ». Pourtant, la séquence suivante adopte son point de vue contemplant Bruce attablé dans un café en compagnie de Selina Kyle. Le rêve devient réalité. En réalité, The Dark Knight Rises ne raconte pas la renaissance de Batman. Au contraire, le film dresse le renouveau de Bruce Wayne par la mort du justicier masqué. Au départ isolé et marchant avec une canne dans son manoir, le millionnaire se remet en selle en retrouvant sa condition physique, mais aussi par une rencontre impromptue avec Selina. Ainsi, le passé tragique de Batman s'évapore pour laisser place à l'avenir serein de Wayne. En conclusion, Alfred se révèle bien plus important dans la vie de Bruce que nous pouvons le penser. Sa fonction dépasse le statut de simple majordome de la famille Wayne. Il sera un véritable père de substitution, un mentor, un ami fidèle, un lanceur d'alerte, un conseiller en communication et un assistant de Batman. Enfin psychologue, Alfred connaît les sentiments de Bruce pour Rachel. Il repère les faiblesses de l'orphelin. Plus important encore, il puise dans son passé pour comprendre la pensée des ennemis du justicier masqué. Alfred a vécu la recherche d'un trésor introuvable. Après s'être confronté aux confins de la folie, le majordome comprend que tout homme possède des limites. Si Batman représente l'idée platonicienne de la justice universelle, Alfred se chargera de lui rappeler l'existence d'un monde sensible. La recherche d'une âme sœur représente un objectif de vie pour Bruce. Alfred le comprend parfaitement et va le pousser dans cette direction. Il va aider Bruce à revivre en lui suggérant de tuer Batman. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner à la chaîne. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine.